Mori Condé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. On refait le monde, l'invité. Bonsoir, monsieur le ministre. Oui, bonsoir. Bienvenue dans cette émission On refait le monde de ce numéro 4e. Et première question, la même monument Cissé. Alors, vous avez arboré votre tenue d'agent de développement, pour ceux qui vous connaissent d'habitude, pour aller à l'intérieur du pays que vous connaissez bien. Mais pour cette fois-ci, c'est dans le cadre de l'immersion gouvernementale. Dites-nous, quel est le constat que vous avez fait sur le terrain à cette occasion? Merci beaucoup à Joma TV et merci à l'ensemble des auditeurs. Et comme nous ne cessons de répéter ces jours-ci à travers les médias, l'immersion gouvernementale est partie du constat fait par M. le Président de la Transition de l'absence d'interaction réelle entre les administrations au niveau central et les administrations déconcentrées. Donc, dans le but d'apporter une réponse à cela, il a été demandé au ministre du gouvernement de se rendre à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, le constat, quand vous prenez du point de vue infrastructure dans tous les secteurs, ça peut être le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, vous vous rendrez compte qu'au niveau de l'intérieur du pays, le constat est très compliqué. Et il n'y a presque pas d'infrastructure au niveau de l'intérieur du pays dans plusieurs secteurs. Quand je prends les administrations déconcentrées, c'est-à-dire les préfets, les sous-préfets, vous avez aujourd'hui presque plus de la moitié qui n'ont pas de local approprié pour faire le travail et qui n'ont pas d'outils de travail. Au XXIe siècle, comment comprendre que dans une administration préfectorale, qu'on ne puisse pas avoir des sources d'énergie ou d'ordinateurs, ne serait-ce que pour recevoir ou envoyer des emails. Au niveau des administrations sous-préfectorales, c'est autre chose. Et au niveau de la gestion des collectivités, des mairies, et vous remarquerez que ni été quelques infrastructures qui ont été réalisées à travers les ressources du Fonds national de développement local, mais mis à la disposition de l'Agence nationale de financement des collectivités, en direction des collectivités entre 2019 et 2021, vous remarquerez qu'il n'y a pratiquement pas aussi assez d'infrastructures. Au niveau de la santé, en dehors de quelques villes qui ont bénéficié des infrastructures des fêtes tournantes, il n'y a presque pas d'infrastructures dans ce domaine. Et même les villes qui ont aussi bénéficié de ces infrastructures des fêtes tournantes, la plupart, c'est des chantiers qui ont été réceptionnés par les autorités au niveau local. Mais lorsque vous regardez les cahiers de charges, vous vous rendrez compte que la totalité du contenu du cahier de charges n'a pas été respectée. Donc il y a encore à faire et à refaire dans beaucoup de localités. Quand je prends Zérékoré, quand je prends la région de la Haute-Guinée-Cancan et la région de la Moyenne-Guinée, notamment quelques localités de Mamou. Lorsque vous prenez le secteur éducatif, c'est autre chose. Vous remarquerez que même les bureaux des inspections régionales d'éducation, des directions préfectorales d'éducation, ne sont pas dans des états qui permettent aujourd'hui vraiment de dire qu'on a une administration éducative qui peut être fonctionnelle et répondre aux attentes des citoyens. Lorsque vous regardez dans certains bureaux des tas de dossiers des élèves entachés dans des locales parfois qui se ferment à peine ou qui n'ont même pas une bonne toiture, et donc vous remarquerez que ces dossiers ne sont même pas à l'abri de la pluie. Aussi, quand vous voyez les infrastructures routières, là-bas, ça passe du commentaire. Aujourd'hui, malgré le projet d'autoroute que nous avons, qui est en cours Koya-Daboula, vous remarquerez qu'à l'intérieur du pays, il n'y a pas de route presque interurbaine. Quand vous prenez la région de Zérékoré, la seule localité pratiquement qui a une route qu'on peut vanter, c'est Zérékoré-Beila. À part ce tronçon Zérékoré-Beila, et la plupart maintenant, il faut 2 à 3 heures pour pouvoir effectuer des distances allant de 50 à 100 km. Même la nationale Marsantan Zérékoré, dans son état actuel, c'est pratiquement dégradé. Des actions vont être très bientôt prises pour améliorer les nids des poules et les points critiques qui sont sur ce tronçon. Donc en gros, aujourd'hui, le constat au niveau de l'ensemble des infrastructures sur le terrain, il y a beaucoup à faire. Et pour qui connaît un peu les maigres ressources que nous avons dans le pays, je pense que le prochain conseil interministériel et le prochain conseil ministériel à Conakry nous permettra, l'ensemble du gouvernement, de voir des points de vue priorité
sur quoi il faudra s'engager pour les 6 mois à venir et pour la planification de 2023. Voilà, oui, le constat il est donc alarmant, mais il y a ceux qui peuvent être réglés à court, à moyen et à long terme. À votre avis, quels sont les constats selon vous qu'on doit résoudre, les problèmes qu'on doit résoudre si les vous voulez, priorités en fait, les priorités. Oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les priorités. Non, aujourd'hui, ce que nous essayons d'abord de corriger, c'est vraiment marquer la présence de l'État dans toutes les localités du pays. Et cela passe par le renforcement de l'image de l'État. Et comme je disais tout à l'heure, dans ces constats, nous n'avons pas attendu d'être à Conakry pour faire face à certains de ces constats. Pour ceux qui nous suivent partout, les régions chefs-lieux où nous avons tenu les conseils des ministres, par exemple les gouvernements et les préfectures qui ont abrité, et systématiquement des travaux de rénovation ont été engagés, et avec assez de gymnastique en termes de mobilisation des ouvriers, des techniciens, pour être dans le délai. Donc aujourd'hui, par exemple, vous avez l'infrastructure préfectorale, c'est-à-dire que le bloc administratif préfectoral de Zérékoré qui a été entièrement rénové et doté d'équipements modernes et en termes d'accès aux sources d'énergie, mais aussi nous avons doté le bloc préfectoral de Zérékoré d'une salle de conférence, visioconférence, qui peut permettre désormais à n'importe quel partenaire, à n'importe quel cadre de l'État de pouvoir tenir des rencontres par visioconférence avec tous les équipements qui vont avec au niveau de Zérékoré. À Kanka également, lorsque nous sommes arrivés, il n'y avait pas beaucoup de choses à faire en termes de réflexion du siège de la région, mais nous avons engagé des travaux qui ont été aussi achevés. Et également, le gouvernement de Kanka aussi a été doté des mêmes équipements pour permettre vraiment au cadre désormais de pouvoir avoir accès aux sources d'énergie, mais également de pouvoir tenir quand même des réunions en visioconférence avec les cadres au niveau central. Si avant, un ministre, pour pouvoir discuter avec ses cadres préfectoraux d'une région, devait se déplacer pour aller ou devait les déplacer pour venir à Kindia ou à Conakry, nous avons créé les conditions au niveau du gouvernorat qui permet aujourd'hui à n'importe quel cadre de l'administration centrale de pouvoir s'entretenir avec ces cadres par visioconférence, comme nous avons tenu le Conseil des ministres. Tous ces équipements qui ont été utilisés, nous avons fait de telle sorte qu'au niveau du ministère de l'Enseignement de la décentralisation, parce que nous avons le double rôle en plus de notre travail en tant que ministère et notre travail aussi en tant que coordonnateur à travers les préfets et les gouverneurs de l'ensemble des actions du gouvernement dans les préfectures et les gouvernements. Nous avons doté ces cadres de moyens qui les permettent aujourd'hui quand même de pouvoir faire ce travail de coordination. Également au niveau de la région de l'Abi, lorsqu'on arrivait, le gouvernement était dans un état très dégradé, et comme vous allez le voir sur les images avant notre arrivée et après notre départ, et des travaux ont été engagés qui ont consisté à faire la rénovation systématique du bloc du gouvernorat de la région de l'Abbé, et tout ce qui est lié à la question d'adduction d'eau, à l'aménagement de la cour, mais également à la question de sources d'énergie et à l'éclairage dans les bureaux, mais aussi dans la cour. Oui, mais monsieur le ministre, il s'agit notamment des priorités qui tiennent à cœur, disons, les populations, tout ce que vous avez énuméré, c'est bien, avec les salles de conférence, mais surtout des services sociaux de base, des priorités qui tiennent à cœur les citoyens. Dans ce domaine, c'est ce qu'on peut faire. C'est de ça dont il est question, surtout monsieur le ministre. Intervenir ou bien je vous laisse d'abord? Non, c'est juste, si vous voulez, une question que je pose par rapport à l'inquiétude de certaines populations. Oui, mais vous avez posé la question, je suis en train de vous dire, là je parle en tant que ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. D'accord. À mon niveau, je vous ai dit tout à l'heure, peut-être que je vais revenir un peu pour vous expliquer le rôle fondamental que le ministère de l'administration du territoire a joué au niveau central, au niveau des Conakry, mais également au niveau de la base. Au niveau central, nous sommes ministère, nous intervenons avec l'ensemble des autres départements sectoriels pour appuyer la déconcentration et la décentralisation à la base. Mais au niveau local, à travers nos gouverneurs ont la charge de coordonner l'ensemble des activités de tous les départements ministériels. Autrement dit, les gouverneurs sont responsables de tous les départements ministériels à l'intérieur du pays. Les préfets sont responsables de l'ensemble de tous les départements ministériels dans leur préfecture. De ce fait, les préfets ont en leur sein, quand je vous dis bloc préfectoral, bloc administratif préfectoral, ça veut dire que ce n'est pas le préfet seulement. Vous avez tous les services de l'ensemble des autres ministères que nous hébergeons au niveau de la préfecture. Au niveau régional, dans le gouvernorat, vous avez tous les services de l'État
qui sont représentés, les directions régionales de tel ministère, que nous hébergeons au niveau des gouvernements. Donc pour nous, il faut d'abord marquer la présence de l'État au niveau régional, au niveau préfectoral et au niveau sous-préfectoral. Parce qu'on ne peut pas parler d'action de développement, d'amélioration des conditions de vie des citoyens, lorsque l'État n'est pas présent. Vous avez aujourd'hui des localités en Guinée où, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu une action venant de l'État dans ces localités. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que ces localités n'ont jamais eu un seul agent de l'État. Donc, pour parler des priorités de développement, il faut d'abord marquer la présence de l'État. Il faut que l'État donne une certaine image. Donc, c'est pour vous dire que pendant l'immersion, on n'a pas attendu déposer un rapport à M. le Président de la Transition pour faire face aux actions. Les actions qu'on pouvait résoudre à travers les ressources liées aux investissements que nous avons déjà sous la main, on a fait ce travail. Maintenant, aujourd'hui, vous avez certaines préfectures que nous avons pris comme priorité dans la région forestière, comme Beila, Yomou, Lola, dans la région du Kankan, un peu, certaines communes sous-préfectures, parce qu'au niveau préfectoral, ça va encore. Dans la région de l'Abbé, comme Lekuma, comme Kouria, comme Mali, comme Tougué, où nous allons engager très prochainement la reconstruction des blocs administratifs préfectoraux afin de pouvoir doter ces localités de cadres. Je vous donne un exemple à Tougué. D'accord. À part le directeur préfectoral de la santé, le directeur préfectoral de l'éducation, tous les autres services de l'État, les autres directeurs préfectoraux ne sont presque pas présents pour faute d'infrastructures qui n'est même pas là où ils peuvent travailler ou des cités qui peuvent les servir d'abri pour pouvoir travailler. Donc aujourd'hui, pour nous, si notre pays, après 60 et quelques années d'indépendance, on a encore des préfectures qui n'ont pas certains services... Où l'État est presque absent, hein? Absent, oui. Maintenant, il faut créer les conditions pour que moi, Mori, lorsque je demande à la mine Monument d'aller comme directeur préfectoral de l'information et de la communication à Tougué, que la mine Monument puisse se sentir à Tougué en servant l'État comme si l'État a connu dans une direction du ministère. D'accord. Parce que c'est bien beau de dire oui, on va faire ça, mais il faut créer d'abord les conditions pour les gens d'y être. Il faut que l'État donc soit présent pour qu'on puisse faire face aux priorités des citoyens. Là, c'est compris, monsieur le ministre. On va aller. Oui, la question suivante, oui. Oui, monsieur le ministre, donc vous avez largement parlé des services déconcentrés donc de l'État et le deuxième volet du ministère que vous gérez, donc c'est la décentralisation. Quel est le constat global à ce niveau et quels sont spécifiquement les rapports entre ces collectivités territoriales et les services déconcentrés? Aujourd'hui, sans me tromper, je peux affirmer que les collectivités territoriales représentées par les conseils communaux, dirigés par les maires et les services déconcentrés qui assurent le contrôle de l'égalité, notamment les sous-préfets et les préfets, aujourd'hui, ils ont un très bon rapport, tant bien que mal. Mais sauf qu'aujourd'hui, nous avons hérité d'une situation. Ces conseils communaux ont été élus en 2018. Vous le savez mieux que moi, la plupart de ces conseils communaux ne sont pas l'émanation réelle de la volonté des citoyens. Ou s'ils sont l'émanation dans leur entièreté de la volonté des citoyens, les exécutifs communaux qui dirigent ces conseils communaux ne sont pas les personnes pour lesquelles la plupart des localités des citoyens ont voté. Donc ça pose un petit problème en termes d'adéquation aujourd'hui entre la personne pour laquelle les citoyens ont voulu voir maire, vice-maire, ainsi de suite, et la personne qui est en train de diriger leur destinée. Maintenant, quant au rapport entre ces élus et l'administration déconcentrée, qui est les préfets et les sous-préfets, ça va tant bien que mal. À ce niveau, quelle est la solution que vous préconisez? Parce que vous dites que ce ne sont pas les personnes pour lesquelles les populations ont voté, donc ont un déficit de légitimité. Ça veut dire que vous allez remettre en cause leur... Oui. Laissez-moi en venir. En fait, ce déficit de légitimité aujourd'hui fait que ça rend un peu la gouvernance locale compliquée. Vous avez aujourd'hui des présidents de district qui estiment qu'eux, ils n'ont pas de compte à rendre au maire. Pourtant, ils sont dans la collectivité, ils relèvent de la mairie. Vu la crise de légitimité ou la faiblesse de légitimité du maire dans la localité, vous avez aujourd'hui plusieurs collectivités où les mairies sont fermées. Depuis 1 an, depuis 2 ans, depuis 3 ans. Quand vous prenez Kinyabakura, la mairie de Kinyabakura avant mon arrivée était fermée il y a 3 ans. C'était fermé simplement parce que certains présidents de district estiment que celui-là qui leur a été imposé comme maire n'est pas cette personne pour laquelle ils ont voté. Donc, ça rend un peu alors l'action de l'autorité déconcentrée qui est monsieur le sous-préfet et le préfet dans le cadre de la conduite des actions de développement. Parce que si chaque fois
que des actions sont portées au niveau des quartiers, au niveau des districts, ces actions, ces chefs de district estiment que et ils n'ont pas de compte à rendre au conseil communal. Monsieur le ministre, c'est clair. Est-ce que vous allez remettre en cause, vous allez remettre de l'ordre dans ce domaine-là? Ou vous allez les laisser comme ça? C'est la question. D'ailleurs, moi, si vous permettez, monsieur. Oui, il va répondre. S'il vous permet, avant d'en arriver à ça, est-ce que vous avez fait le diagnostic de ce déficit de légitimité? Parce que les gens sont censés avoir été provenir des élections communales de 2018. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est les résultats qui ont été traficotés ou bien depuis, il y a eu un divorce entre les exécutifs communaux et les populations? Mon cher ami Sanso, tu étais là en 2018 et j'étais là en 2018. Oui. Les élections, si vous me laissez finir, vous allez bien comprendre. Allez-y. Les élections ont été organisées. Les citoyens ont voté pour des listes. Sauf que la plupart de ces listes étaient portées par des partis politiques que nous connaissons tous. Les leaders de ces partis politiques, après l'élection, les conseillers élus devaient se retrouver pour élire l'exécutif communal, le maire et ses adjoints. Maintenant, dans la plupart des cas, comme vous le savez, les conseillers n'ont pas eu le choix d'élire la personne qu'ils voulaient élire comme maire. Mais c'est plutôt... Comme à Cancan, avec Colofon, qui n'est pas du tout aimé. Mais c'est plutôt les responsables des partis qui ont indexé Jean-Pierre ou Jean-Paul pour être maire de la collectivité. Donc, ça pose un problème de légitimité de ce maire-là pour asseoir son leadership sur la collectivité. Donc, il y a ce problème-là. Maintenant, nous n'avons pas attendu à la fin de l'immersion pour mettre de l'ordre. Dans beaucoup d'endroits, en forêt, en Haute-Guinée, où nous avons, à la suite du diagnostic, nous nous sommes rendus compte de ces réalités. Les questions qui pouvaient être réglées, nous avons réglé tout systématiquement. Dans les localités où la crise de légitimité même est fonction de la question liée à la gestion du maire, vraiment la gestion solitaire de la commune, la dilapidation des ressources, nous avons demandé aux conseillers, en tant que nous avons autorisé la décentralisation, j'ai un rôle de contrôle de légalité sur les actions que posent ces collectivités, comme les préfets le font. Maintenant, on a demandé aux gens de nous apporter les preuves qui fondent leurs remarques sur la gestion de la mairie en termes de bonne gestion, en termes de détournement des ressources par le maire ou par le maire comme ça avec le secrétaire général. Maintenant, ces cas qu'on a pu régler pendant l'immersion ont été réglés. Ces cas qui n'ont pas pu être réglés à cause du défaut de temps, nous allons très rapidement envoyer des équipes sur le terrain à travers la direction générale des collectivités pour aller se pencher au cas par cas sur ces questions. Les collectivités où ça s'avérerait réel que des malversations ont été constatées à cause de la gestion solitaire de la collectivité par le maire, ces maires-là, il a été élu par la collectivité. De la même manière que d'autres maires ont été révoqués, ces maires seront révoqués. Si je comprends, monsieur le ministre, une précision. Protocolaires viendront les remplacer. Monsieur le ministre, si je comprends bien, tous les maires dont la gestion ne souffre d'aucune illégalité vont rester. Ça veut dire que ces maires-là ne doivent rien craindre pendant cette transition. Ils vont rester sur place, même s'il y a un déficit de légitimité, mais si la gestion est légale, donc ils peuvent rester. Si la gestion elle est propre. Donc les maires ne doivent... Écoutez. Vous êtes en train de mélanger des choses. Il y a deux problèmes au niveau des collectivités. Il y a la question liée au déficit de légitimité et de confiance entre le maire, les maires, certains maires et les conseillers. Il y a par localité la question liée à la mauvaise gouvernance de la collectivité. Sur la question de mauvaise gouvernance, c'est à deux niveaux. Oui, ça fait deux choses différentes. Attendez, vous avez des collectivités où la mauvaise gouvernance est liée à la gestion solitaire de la collectivité par le maire seulement. Vous avez des collectivités où la mauvaise gouvernance est liée à la mauvaise gestion de la collectivité par l'ensemble des conseillers. Ok, donc, monsieur le ministre. Oui. Attendez, il va terminer la partie là. Oui, allez-y, monsieur le ministre. Donc, je disais que la question de mauvaise gouvernance est à deux niveaux. Vous avez des collectivités où la mauvaise gouvernance est liée à la gestion solitaire des affaires de la collectivité par le maire et en complice avec le secrétaire général de la commune. Vous avez d'autres collectivités où la mauvaise gouvernance est liée au fait que l'ensemble des conseillers et le maire se sont engagés dans un système de dilapidation des ressources à travers la création d'entreprises écrans pour s'auto-octroyer des marchés liés à la réalisation de certaines infrastructures. Donc, ces deux questions de gouvernance seront traitées. Et si c'est le maire qui est remis en cause, le maire,
sera remplacé, suivant le rang protocolaire, par d'autres vice-maires, si c'est l'ensemble de la collectivité qui est concernée, nous n'hésiterons pas à révoquer le conseil communal et à le faire remplacer par une délégation spéciale. D'accord. Comme le prévoit les lois de la République et le code des collectivités. D'accord. Question suivante, oui. Avec Boubacar Sansoba. Alors, je ne sais pas si c'est à l'AB où vous aviez promis le dégel des comptes des collectivités parce qu'il y en a qui se plaignent. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir la liste des communautés, des collectivités pour lesquelles le dégel va avoir lieu? Et les critères? Et quels sont les critères? Comme je le disais, les questions administratives se traitent administrativement. D'accord. À l'AB, lorsque j'ai rencontré les collectivités de la région de l'AB, les maires, l'ensemble des maires de la région, ils m'ont interpellé sur la question liée au dégel des comptes, comme à Zérifere, comme à Kankan. C'est dans le même discours. Nous n'avons pas géré les comptes pour faire du tort aux collectivités. Nous sommes partis d'un constat que entre le 5 septembre et le 25 septembre, vous avez des collectivités qui ont fait des décaissements de certains montants très élevés, sans aucune justification. Donc, nous avons demandé de gérer les comptes. Maintenant, aujourd'hui, vu que l'Agence nationale de financement des collectivités, qui a la charge de mobiliser les ressources du Fonds national de développement local, du Fonds de développement économique local et du Fonds de développement des communes de Conakry, qui était là avant, c'est elle qui a transféré l'ensemble de ces ressources-là aux collectivités guinéennes et qui a recruté des agents de passation de marché au niveau de chaque région pour encadrer ces collectivités et qui a appuyé aussi les collectivités à recruter les ADL, les agents de développement local. Nous nous sommes dit qu'elle ne pouvait pas nous servir de structure pour assurer une certaine vérification par rapport à la gestion des ressources. Donc nous avons commis une autre structure au niveau de l'État qui sont partis de façon discrète dans la plupart de ces collectivités. Ils ont déjà la situation des décaissements qui ont été réalisés. Ils ont la liste des micro-projets que la collectivité avait validés à travers le PAI, le plan annuel d'investissement. Maintenant, ils ont fait ces évaluations. Si, par exemple, pour un marché X, il est prévu la construction d'une école primaire de 3 classes, la collectivité a déjà décaissé les 100% du montant. Et on se rend sur le terrain, on se rend compte que l'infrastructure qui est réalisée, le taux d'exécution physique n'excède pas 80%, ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, ces collectivités seront invitées pour d'abord donner des informations claires sur les entreprises qui ont réalisé. Mais sauf que malheureusement, dans la plupart des cas, on s'est rendu compte que c'est plutôt les mêmes membres des conseils communaux qui sont partagés les marchés. Vous prenez un conseil communal X, il y a 5 marchés à donner, il y a 15 conseillers. Donc, les conseillers se mettent en groupe de 3-3, chacun amène une entreprise, on octroie le marché à l'entreprise, ils vont pour la réalisation. Non seulement ils n'ont pas la maîtrise technique pour le faire, donc l'argent est décaissé, l'infrastructure n'est pas réalisée. Dans toutes les collectivités où ces cas arriveront, nous n'hésiterons pas de porter ces questions devant les juridictions pour que l'argent des citoyens, l'argent de la collectivité puisse être remboursé par ces élus locaux, mais également nous allons les remplacer par des délégations spéciales, c'est pas négociable. Maintenant, s'il y a des collectivités qui ont utilisé les ressources publiques conformément à la procédure, les marchés ont été passés, les infrastructures sont réalisées, les citoyens sont en train de les utiliser, c'est visible, on n'a aucun problème que de dégeler leurs comptes. Et puis, la subvention pour l'an 2022 leur seront payées intégralement afin qu'ils puissent continuer afin qu'ils puissent poursuivre la mise en œuvre de leurs micro-projets planifiés dans leur PAI actuel. Donc, ça veut dire que les comptes, des comptes vont être très prochainement dégelés. On a écouté le cri du cœur du maire de Matam, oui, qui dit qu'ils n'ont plus de ressources et ça fait plus de 6 mois, les gens ne sont pas payés. Monsieur, c'est de même dans beaucoup d'autres communes. Laissez-moi vous expliquer sur le cas spécifique de Matam. D'accord. C'est de l'amalgame que les gens sont en train de faire. Malheureusement, nous avons encore des personnes qui se font passer pour des experts, pour des spécialistes en développement local qui viennent raconter n'importe quoi dans les médias. J'ai appris dans une radio, quelqu'un se faisant passer pour un expert en développement local, dire que le ministre de du territoire de la décentralisation a résilié les contrats des contractuels d'une commune. C'est quelque chose qui n'est pas possible. C'est comme si on disait que la HAC a résilié les contrats des employés de Djouma. C'est pas possible, il n'y a aucune possibilité pour le faire. Les mairies, les collectivités sont autonomes et indépendantes dans la gestion des ressources qui leur sont attribuées et dans la gestion de leurs recettes. Il y a des lois que le législateur guinéen a prises.
pour encadrer l'utilisation des ressources de ces collectivités. Notre rôle et tous nos services est de nous assurer de la conformité de l'utilisation de ces ressources. Pas plus, pas moins. Maintenant, lorsque je constate qu'une mairie comme Matam me déclare qu'il dispose de plus de 600 ou 700 et quelques employés, je suis en droit de déposer la question, de m'envoyer la liste de tous les employés, la liste de leurs contrats et me dire leur fiche de poste, qu'est-ce qu'ils font au niveau de la mairie et la description de leur boulot. Maintenant, si je n'obtiens que pour 80 personnes, je suis en droit de dire que c'est les 80 personnes-là qui travaillent exactement, les autres ont été créées pour dilapider les ressources de la collectivité. Donc, s'il n'y a pas de preuve, on ne peut pas compter quand on a décaissé de l'argent public. Avant même ma prise de fonction, nous avons rencontré ces élus. On leur a martelé que les ressources publiques doivent être utilisées pour l'intérêt des citoyens. Maintenant, à ma prise de fonction, j'ai fait le tour de certaines communes. J'ai invité certains maires, notamment le maire de Matam d'alors et madame la gouverneure de la ville de Conakry. Le gouverneur de madame la ville de Conakry m'a présenté la situation des employés qui faisaient 1800 contractuels. Ces 1800 contractuels-là étaient payés sur les ressources publiques. Où ça? Au gouvernorat de la ville de Conakry? De la ville de Conakry, avant ma prise de fonction. Ils avaient, madame la gouverneure a trouvé une situation qui était à 1800 et quelques travailleurs. Je l'ai dit, madame la gouverneure, faites la vérification physique de ces travailleurs pour vous assurer que ces personnes-là existent. Après vérification, c'est une liste de 966 personnes qu'on m'a envoyée. Et on a autorisé à ce qu'elle élabore les contrats pour reconduire ces personnes. Donc, c'est la même chose qu'on a demandé aux mairies. Maintenant, du mois d'octobre jusqu'au 31 décembre, vu que je n'ai pas obtenu des documents de contrat, j'ai fait un courrier, une note circulaire, que j'ai envoyé à tous les démembrements du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation et à toutes les collectivités pour leur demander qu'en attendant la clarification des travailleurs dans les collectivités, de mettre fin à tous les contrats et de préparer de nouveaux contrats afin qu'on puisse envoyer l'inspection. La commune rurale de Sigirini, dans Sigirini, la commune rurale de Doko, dans Sigirini, la commune rurale de Panjiajou, dans Macenta, la commune rurale de Senta, dans Télémélé, ils nous ont fait part qu'ils ont déjà élaboré les contrats de leurs travailleurs. J'ai demandé au ministre des Finances de me donner des cadres de l'inspection générale des Finances que j'ai envoyé en mission avec les cadres de l'inspection générale du ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Ils sont passés dans ces collectivités. Ils ont trouvé que les contrats qui étaient élaborés, ça souffrait dans certains points. Ils ont appuyé ces maires-là pour améliorer les contenus des contrats et les contractuels ont continué à travailler. D'accord. Maintenant, si dans la commune de Matam, on n'a pas pu me prouver que... D'accord, monsieur le ministre, si on comprend pour le cas de Matam, on ne vous a pas prouvé, il ne vous a pas été prouvé que ceux qui sont là-bas sont des travailleurs, n'est-ce pas? Voilà. Oui. En tout cas tous. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de contrat résilié, c'est parce que ceci n'existe pas physiquement, c'est ça? Résilier un contrat. Oui. Non, ce que vous devez comprendre, oui. Le ministre de l'Administration du territoire ne peut pas engager un travailleur dans une commune, il ne peut pas résilier son contrat. Oui. Ce qu'il le dit, c'est par ignorance de la procédure du fonctionnement des collectivités locales. D'accord. On va passer à la question suivante. Il s'agit, Sékou Keita concernant l'ANAFIC et AFICOM. Bon, peut-être que l'ANAFIC va revenir après, mais j'ai envie de m'intéresser un peu, si vous voulez, à l'actualité en quelque sorte. Oui. Alors, monsieur le ministre, est-ce qu'on peut dire que l'immersion, ce séjour à l'intérieur du pays, met en veilleuse le cadre de concertation. Je préfère qu'on discute les questions techniques de développement avant de rentrer sur les questions politiques. D'accord. AFICOM alors. D'accord. Alors, il n'y a pas de problème. Alors, on va parler de les agents de développement. Et les agents de développement. Oui, bien sûr. Alors, il n'y a pas de problème. Je suis avec mon manteau d'agent de développement local. Oui, pour qu'il y ait une logique. On vous comprend, monsieur le ministre. Oui. En tant qu'agent de développement local, on va parler donc... la tutelle des activités politiques. On en parlera. On va parler un peu de l'ANAFIC et de l'AFICOM. Alors, dites-nous, comment ces structures fonctionnent depuis le 5 septembre? Non, en fait... Parce que ces acteurs... Il y en a qui se plaignent de problèmes de ressources, monsieur le ministre. S'il vous plaît. Avant d'être ministre, pour ceux qui me connaissent, en 2015, l'organisation que je dirigeais a été à l'origine de l'appui à 11 collectivités en région forestière pour expérimenter le processus de transfert de ressources. Vous savez, en l'an 2007, pour ceux qui connaissent un peu le projet Faisons Ensemble, lorsqu'on y était, nous avons travaillé avec l'USAID. Avec l'USAID. Donc, pour ceux qui me connaissent savent que j'étais agent de terrain. Nous avons travaillé pour élaborer le code des collectivités décentralisées en Guinée. Dans ce code des collectivités, il y a 32 domaines de compétences qu'on avait transférés aux collectivités locales. Maintenant, en 2015, nous avons
bénéficier d'un accompagnement de l'AFD et de la Banque mondiale pour appuyer les collectivités à s'approprier de ces 32 domaines de compétences. Lors de la mise en œuvre, on s'est rendu compte qu'on ne peut pas transférer les compétences aux collectivités sans transférer les ressources. Donc nous avons commencé progressivement à appuyer le transfert des ressources, d'une part, et le PACV, le programme d'appui aux communautés villageoises, aussi faisait la même chose dans d'autres collectivités locales. En 2017, après l'évaluation, on s'est rendu compte que les 32 compétences étaient difficiles à exercer par les collectivités. Donc nous avons fait la révision du code des collectivités décentralisées. C'est pourquoi maintenant on dit code révisé des collectivités décentralisées. Nous avons remis ces 32 domaines de compétences en 14 domaines de compétences. Maintenant, on s'est dit qu'il faut avoir un outil pour appuyer l'État à l'époque, afin, de la même manière que l'État a décidé de transférer des compétences, que cet outil puisse permettre de transférer les ressources. D'où la réalisation d'un voyage d'études à Bamako que nous avons appuyé. Les 4 DMAT sont partis à l'époque pour aller s'inspirer du modèle malien et du modèle sénégalais. À leur retour, l'ANAFIC a été proposée, l'Agence nationale de financement des collectivités. Donc, tout le monde a trouvé que c'était un bon outil d'accompagnement des collectivités. Maintenant, il fallait réfléchir où prendre les ressources. Comme nous avons aujourd'hui, comme dans notre pays, la plupart de nos recettes proviennent de l'exploitation minière. Donc, les réflexions ont été poussées vers l'exploitation minière. On a dit, bon, écoutez, et si on prenait 25% des revenus issus des mines pour donner aux collectivités locales? Ça permet non seulement aux collectivités qui n'ont pas de mines de bénéficier des dividendes liés à l'exploitation. C'est la gouvernance Alpha Condé qui a fait ça, une très bonne chose. Maintenant, on parle du fonctionnement maintenant. Attendez, depuis que vous êtes au pouvoir. Vous allez mieux comprendre le fonctionnement des deux structures aujourd'hui. Maintenant, lorsque nous avons appuyé ce processus, en tant qu'organisation, il fallait laisser l'État piloter. On a laissé l'État, le gouvernement piloter. L'ANAFIC a été créée. 1 an, 6 mois après, la question s'est posée, mais qu'est-ce qu'il faut faire des communes de Conakry? J'étais autour de la table, j'ai dit, mais écoutez, l'agence de financement des collectivités, les communes de Conakry sont des collectivités. Mais comme à l'époque, ceux qui étaient là étaient dans une logique de multiplication de plusieurs structures, ils ont créé AFICOM, Agence de financement des communes de Conakry. Comme si les communes de Conakry n'étaient pas des collectivités. On s'est opposé à l'époque, mais comme on n'avait pas la charge de conduire l'action de l'État, on a laissé faire. Et ça faisait assez de dilapidation de ressources publiques. Donc l'AFICOM a été créé. Lorsque l'AFICOM a été créé, un peu plus devant, l'idée est venue désormais de créer une structure qui peut aussi assurer la gestion des ressources spécifiquement dans les zones minières. Ils ont créé le FODEL. Au lieu de confier la gestion du FODEL à l'ANAFIC, ils ont créé d'autres structures au niveau de la base qu'on a appelé les CAGF, les comités d'appui à la gestion des fonds FODEL. Donc, pour envoyer de l'argent aux mêmes collectivités, on crée 3 structures pour le faire. Chacune de ces structures a son fonctionnement à payer, a des emplois à payer, a des bureaux à payer. Donc, ça de l'argent qu'on dépense pour entretenir ces 3 structures est presque à peu près la moitié de ce qu'on donne aux collectivités. Donc, à ma prise de fonction, j'ai réuni les cadres qui géraient les FODEL, les cadres qui étaient à l'AFICON et les cadres de l'ANAFIC. Je leur ai dit, sans savoir que demain je pourrais me trouver dans ce ministère, ma position a été qu'il fallait créer une seule agence pour assurer le transfert des ressources aux collectivités et les prérogatives des autres agences devaient être les prérogatives de la seule agence-là, en faisant un réaménagement. Donc je leur ai dit, à partir du 31 décembre, l'AFICON n'existera plus, on va faire un nouveau décret de création, attribution, organisation de l'ANAFIC. Maintenant, dans la nouvelle ANAFIC, aujourd'hui, vous avez une direction qui s'appelle le département FNDL. Le FNDL, c'est le Fonds national de développement local que l'ANAFIC gérait avant mon arrivée. Vous avez un département FODECON. Le FODECON, c'est le Fonds de développement des communes de Conakry qu'on mettait à la disposition de AFICOM. Vous avez un département FODEL. Donc aujourd'hui, l'ANAFIC a à son sein ces 3 départements qui gèrent ces 3 fonds qui sont destinés aux collectivités locales. L'avantage, ça permet de réduire les coûts de fonctionnement, ça permet de réduire les intermédiaires qui étaient là avant que l'argent arrive au niveau des collectivités. Mais l'autre chose, ça permet aussi à la Guinée de montrer aux partenaires que nous avons un outil efficace et unifié de gestion. Monsieur le ministre, sauf qu'on est un peu bousculé par le temps. On aura l'occasion de vous avoir dans ce studio. Permettez qu'on revienne sur l'actualité, sur la monument. Alors, il y a Sekou qui posait la question tout à l'heure. Avec la question concernant... Il y a Sekou, permettez-moi, je vais être très rapidement. Il y a Sekou qui disait tout à l'heure, est-ce que l'immersion ne met pas en veilleuse les activités politiques liées à l'exécution du chronogramme des élections et à l'ouverture du cadre de concertation? C'est le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation et un cadre de son cabinet qui sont en immersion à l'intérieur du pays. L'ensemble des directions du MATD fonctionnent. Mais qu'est-ce qui a été fait dans le cadre de l'exécution du chronogramme?
pendant que vous êtes là-bas. Si vous posez une question, je pense que vous devez souffrir d'attendre qu'on vous donne des réponses. Oui. On attend la réponse parce qu'il y a une autre question concernant toujours le cas de concertation, monsieur le ministre. Dans le cadre de la mise en œuvre de l'agenda de la transition qui est en cours, il y a des actions aujourd'hui qui sont en train d'être faites. Sauf que c'est des actions qui ne nécessitent pas assez de communication, l'élaboration de termes de référence, le recrutement de tel acteur, la publication des appels d'offres. C'est des choses qui ne font pas objet de bruit pour le moment. Donc les cadres sont en train de travailler techniquement. Par exemple, lorsqu'on était à l'AB, il y avait une équipe de MATD qui était là, qui était en train de travailler sur tout ce qui est lié aux outils du recensement administratif à vocation d'état civil. Au même moment, au ministère des Finances, à travers l'INS, l'Institut national des statistiques, les cadres sont là-bas en train de travailler sur tout ce qui est lié au recensement général de la population et de l'habitat. Donc, vous pouvez être rassuré que... Donc l'exécution du chronogramme a commencé. A commencé et c'est en cours. D'accord. La dernière question, il y a le FNDC qui annonce une manifestation pour le 23 juin prochain. En tant que ministre de l'administration du territoire, Primo, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont votre quitus pour procéder à cette manifestation ou sinon, quel est le message particulier que vous avez à faire passer à ce propos? Bon, premièrement, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation n'a pas vocation de donner quitus ou pas à un citoyen guinéen. C'est ce que Brahma Kone nous a donné. C'est l'impression que Brahma Kone nous a donné à son temps. Attendez. Quand vous posez des questions... Non, c'est une précision, une petite précision. Allez-y, monsieur le ministre, nous vous écoutons. Quand vous posez des questions, acceptez qu'on donne les réponses. Oui, nous vous écoutons, monsieur le ministre. Oui. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation n'a pas comme rôle de donner quitus, oui ou non, à un citoyen guinéen jouissant de tous ses droits civils et politiques. Cependant, les collectivités qui sont placées sous tutelle du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, le ministre conseille à ces collectivités de tenir compte des questions sécuritaires, des questions liées à l'encadrement de la manifestation avant de se prononcer. Donc, il reviendra aux collectivités d'apprécier, oui ou non, la question liée à la manifestation du FNDC. Sans aucune influence du ministère de tutelle, n'est-ce pas? S'il vous plaît. L'autre côté, via la manifestation du FNDC, aujourd'hui, comme tous les membres du gouvernement, nous estimons que des citoyens guinéens, que ce soit le FNDC ou autres, qui se lèvent pour dire qu'ils veulent manifester, pensant que la transition n'est pas en train d'être conduite, selon eux, dans l'intérêt du peuple de Guinée, nous ne ferons que nous approcher d'eux pour discuter. Donc, dans les prochains jours, moi, je n'hésiterai pas à rencontrer la coordination nationale du Front du FNDC pour discuter avec eux. De tout fait, comme le FNDC voudrait que les choses aillent dans le pays, et moi, en tant que ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, nous sommes dans une transition. Nous voulons que les choses aillent. Il n'y a pas de raison qu'on puisse se laisser se tirailler par voie de presse ou bien à travers des communiqués par-ci, par-là, pour des questions qu'on peut discuter. Parce qu'ils ont menacé de manifester, vous voulez dialoguer avec eux? Excellente initiative. J'ai toujours tenté de dialoguer avec eux. Ils m'ont toujours répondu respectueusement à travers des courriers-réponses. Cette fois-ci, nous allons faire l'effort, formel ou informel, de se retrouver autour d'une table, discuter pour aplanir nos divergences et aller sur des propositions concrètes qui puissent permettre à notre pays, pendant cette transition, d'avoir une transition apaisée et inclusive, permettant vraiment aux Guinéens de vaquer à leur occupation. Monsieur le ministre, le procureur général près la cour d'appel, Charles White, a lui rappelé dernièrement l'inexistence juridique du FNDC. Vous, en tant que aussi ministre tutelle des associations, cela ne vous pose pas donc problème au niveau des dialogues et en général à les recevoir? Je ne suis pas juge, je ne suis pas procureur pour commenter la communication du procureur général. Le procureur général fonde ses communications sur la base du droit. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation fonde ses actions sur la réalité politique et la réalité sociale du pays. Le FNDC est légal. Oui. Il y a une existence légale, oui ou non, monsieur le ministre de l'administration du territoire? Sauf que ça peut vous donner une idée de le recevoir ou non. La légalité revient à la justice. Non, mais vous avez... vous êtes le pape. En tant que tutelle des associations. Tutelle des associations. Responsable et le premier patron. Vous allez comprendre. Oui. Je répète encore. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation assure la tutelle des acteurs politiques et sociaux. Donc, tout Guinéen qui se retrouve, tous les 5 personnes, autour de quelque chose qu'ils appellent X, Y, est considéré comme un groupement de Guinéens. Maintenant, la question de l'égalité ou de la légitimité appelle à un certain nombre de principes. D'accord. Lorsqu'une association n'est pas agréée, cela ne l'empêche pas, en Guinée,
de pouvoir se rencontrer. C'est comme des grains de jeunes, ils n'ont aucune existence juridique. Mais dans les quartiers, ils peuvent constituer des éléments pour demander des comptes au président du conseil de quartier. Est-ce qu'ils peuvent appeler à une manifestation s'ils n'ont pas d'existence légale? C'est là surtout la question. Est-ce qu'ils peuvent appeler à une manifestation s'ils n'ont pas d'existence légale? Est-ce que vous allez éclairer la lanterne certainement des communes qui relèvent de l'existence légale de cette association? Et si vous aussi, vous allez le recevoir pendant qu'ils n'ont pas cette existence légale. Est-ce que vous allez éclairer la lanterne des communes par rapport à ça, à l'existence légale? Je pense qu'on est en train de revenir là-dessus. Je l'ai dit plusieurs fois. Et le FNDC, comme toute autre structure en Guinée, qui voudrait se prononcer sur la conduite de la transition, moi, en tant que ministre de la décentralisation, je prête une oreille attentive à tous les Guinéens afin que les choses puissent marcher. D'accord. FNDC ou pas. Bien. D'accord. Monsieur le ministre Mori Kondé, de l'administration du territoire et de la décentralisation, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Excellente soirée. Il y a quand même une information. Voilà. On apprend à travers le ministre, oui. on apprend à travers le ministre Mori Kondé que l'exécution du chronogramme a déjà commencé. À démarrer. Ça, c'est quand même une information. Et on apprend aussi que des initiatives seront menées pour éviter d'aller à la manifestation vers le FNDC. Ça aussi, c'est une information. Exactement. Et une bonne à saluer. Et l'autre information, le RPG se désolidarise, ou tout au moins. Oui, on avait évoqué ça, mais pour en débattre, mais le temps ne nous a pas permis. Pour l'une des rares fois, j'ai apprécié un communiqué. Merci du RPG de la cohérence parce qu'il se désolidarise de la manifestation du FNDC. Merci. Merci à vous, Lamine Monument Sissé. Merci à Boubacar Sansoubaria, à Sekou Keita. Merci à Baïla Traoré. Ndoye Cheikh Sadibou était là. Baïla Amadou Traoré, autant pour moi. Ndoye Cheikh Sadibou était là pour vous servir. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. Merci également au ministre Mori Kondé d'avoir accepté de répondre à nos questions. L'émission vous donne rendez-vous demain, ça sera le vendredi 17 juin 2022, si Dieu, le propriétaire de Dieu à venir, le veut bien. Au revoir.